Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'objectif de cette table ronde est d'essayer de défricher un peu le terrain, permettez-moi cette expression, au niveau de deux thématiques, de deux concepts qui sont le sport santé et le sport handicap. Quelquefois, ces deux concepts sont mal maîtrisés, méconnus, ce qui amène souvent au niveau du terrain des petits conflits d'intérêts que l'on doit largement en dépasser. Mais on est là pour parler du sport santé et du sport handicap, deux dynamiques actuelles. Et nous avons le plaisir d'accueillir des spécialistes de l'un et de l'autre domaine. Alors tout simplement pour commencer, le ministère des Sports a fait le choix de créer deux structures d'expertise au niveau national. Le pôle ressources national sport santé bien-être piloté par Delphine et maintenant un centre d'expertise sport et handicap piloté par Frédéric Steinberg. Le choix politique n'a pas été de faire un pôle sport santé handicap. Il y a deux pôles. Alors après, on est là pour voir pourquoi, comment on peut travailler ensemble. Il y a de l'historique, de l'ancienneté dans le sport chez les personnes atteintes de handicap, peut-être un peu moins dans le sport santé. Voilà. Mais c'est des états de fait qu'il faut prendre en compte. Donc pour essayer d'avancer dans cette journée, loin de moi d'opposer ces deux thématiques, mais de voir comment on va pouvoir travailler ensemble du plan national jusqu'au plan local. N'oublions pas que c'est les acteurs locaux qui mettent en œuvre une dynamique et qui proposent de l'activité physique adaptée à nos concitoyens. Donc dans une première partie, donc je vais demander aux responsables de ces structures d'expertise nationale de définir un petit peu ces deux dynamiques, sport santé et sport handicap, de clarifier ces deux notions sans rentrer tout de suite dans les détails. Quelle est la représentation du sport santé et celle du sport handicap? Est-ce que ces deux concepts sont cloisonnés, éloignés? Est-ce qu'ils se rapprochent? Est-ce qu'ils sont complémentaires, différents? Voilà l'enjeu de toute cette table ronde. Donc je vais donner la parole dans un premier temps à Frédéric, puis Delphine prendra la suite. Alors le centre d'expertise pour handicap, il est quand même... Pour compléter par rapport à ce que tu disais, Jacques, il est quand même pôle ressources nationales du ministère chargé des sports. On a une dénomination qui est un petit peu différente, mais on s'inscrit vraiment dans la même dynamique que le pôle ressources nationales sport santé. Tu parles de concepts sport handi, sport santé. En tout cas, pour nous, c'est vraiment des objets de politique publique, si on se positionne en effet au niveau du ministère chargé des sports. Et il y a des vraies différences, me semble-t-il, mais c'est vraiment des remarques que je vais porter en fait au débat et des convergences. Moi, j'ai souvenir, parce que ça fait un moment que je travaille au ministère chargé des sports, d'un directeur des sports qui est arrivé et pour qui le dossier prioritaire, c'était de définir ce qu'était le sport dans le code du sport. Et qui l'opposait finalement un peu à l'activité physique. Voilà, donc je pense que c'est assez révélateur, je dirais, des questions qu'on se pose en fait nous au niveau du ministère des Sports. Et à mon sens, en tout cas, le sport handi, il est clairement intégré, je dirais, dans la famille du sport depuis des années et des années. Mais Delphine compléterait dans son avis. Il me semble que le sport santé, en effet, arrive depuis relativement peu de temps. Et on est finalement sur des dynamiques et des définitions différentes. Moi, je ne veux pas m'appesantir à être sur des définitions, parce que je pense que le but, c'est vraiment d'échanger, d'être sur les débats. Mais voilà, je dirais peut-être les vraies différences. Ça a été évoqué, le sport handi, par nature, il est intégré dans une vision compétitive, voire de loisir, clairement affichée, et c'est historique. Alors je pense que mes collègues du sport adapté, de l'handisport, pourront en parler beaucoup mieux que moi, mais c'est une vraie réalité, tandis que le sport santé s'inscrit dans une démarche plutôt de prévention ou curative, et pour moi c'est vraiment une vraie différence. Si on se positionne par rapport aux pratiquants eux-mêmes, je pense que les pratiquants handi
se positionnent clairement et disent clairement qu'ils ne se considèrent pas comme malades. Ils font du sport, ils pratiquent l'activité sportive et défendent le fait d'avoir des besoins spécifiques, des besoins particuliers. Alors c'est vrai que selon le type de handicap, cette affirmation peut être plus ou moins questionnée, mais de fait, ils affirment développer, pouvoir pratiquer l'activité qu'ils souhaitent dans un contexte plus ou moins particulier. Troisième différence, ça a été évoqué, la question de l'éclairage médiatique. On voit que les Jeux paralympiques ont permis d'avoir un éclairage très fort sur le paralympisme. On espère aussi sur le parasport, de fait. Et donc, c'est une vraie différence, je dirais, notable, entre le sport handicap et le sport santé. Ça, c'est des différences, et ça a été évoqué en introduction. Il y a la question des acteurs, il y a la question des compétences, il y a des cultures sport, il y a des cultures santé, il y a des acteurs qui sont différents. Il y a dans le sport handi une intégration, je dirais, traditionnelle, réelle, au sein du mouvement sportif que vous représentez. Le sport santé, bien, les acteurs, pour moi, sont différents, avec des difficultés de travailler entre partenaires qui ont des cultures différentes. Même je dirais, dans le sport handicap, il y a on voit bien des difficultés à travailler ensemble, même au sein d'une collectivité, d'une mairie, entre service handicap, service sport. On voit bien que la compétence santé, elle n'est pas affirmée au niveau d'une collectivité territoriale, que la compétence sport, c'est une compétence générale qui peut être mobilisée par l'ensemble des collectivités. Tout ça fait qu'il y a une complicité de mettre en place des politiques publiques et de les croiser. Voilà, en termes de particularités, même en termes de financement, des vraies particularités entre le sport handicap et le sport santé. Des convergences. Des convergences. Certains disent par exemple que le vieillissement, on est tous amenés en effet à vieillir, à avoir des problèmes physiques, physiologiques, cognitifs, plus ou moins marqués, mais de fait à connaître ce type de handicap. Donc, est-ce que le vieillissement, pour le coup, est un handicap ou un problème de santé? Pour le coup, pour moi, la frontière, elle devient assez ténue. Et certains, en effet, affirment que, la question du vieillissement, c'est un handicap et pas forcément un problème de santé. Donc, on a ces frontières qui, peut-être Jacques n'est pas complètement d'accord avec cette analyse, mais en tout cas, la question se pose. On est sur une société de plus en plus inclusive, donc on prend en compte les deux publics. De la même façon, des personnes qui ont des problèmes de santé ou des personnes en situation de handicap, de fait, on est censé les inclure le plus possible, de répondre à leurs besoins particuliers. Donc, cette société inclusive, elle fait qu'on prend en compte ces publics-là, et donc il y a une vraie convergence. On est de plus en plus sur des pratiques mixtes, sportives, de fait, où on inclut ces publics-là. Et puis, on l'a vu au niveau de la crise Covid. Au niveau de la crise Covid, on voit bien que ces deux publics-là ont pu pratiquer une activité physique et sportive de manière dérogatoire. Et pour le coup, on est vraiment sur des convergences. Dernière petite remarque, sur l'innovation technologique, ça me semble important. J'ai deux exemples en tête. Je connais une structure qui s'appelle Silver Innov, qui incube des startups, spécialisées dans la silver economy, dans le vieillissement. Et de fait, les startups qui sont hébergées vont aussi développer, travailler sur le champ du handicap. De fait, il y a des synergies qui se font même au niveau de l'innovation technologique sur le vieillissement. Bon, bien sûr, on peut en parler sur le sport de haute performance, bien évidemment. Et puis, deuxième exemple, l'Institut de santé, donc sport adapté, qui va se créer au Muro, de fait, qui regroupe l'ensemble des acteurs
de la recherche pédagogique, à la fois sur le sport santé, sur le sport handicap. Et de fait, on prend en charge ces publics-là aussi bien sur l'aspect loisir que l'aspect haut niveau, par rapport à l'innovation technologique. Donc voilà un petit peu rapidement brossé à la fois moi ce que je vois en termes de différence et de convergence. Merci Frédéric. Je retiendrai deux choses. Celle du vieillissement, et je m'attarderai tout simplement sur le vieillissement des personnes handicapées et des structures qui sont en capacité de les accueillir en France. Et le deuxième point, oui, j'y reviendrai après parce que ça va être trop long. Je laisse la parole à Delphine. Je vais prendre une autre aussi anecdote. Vous avez, j'espère, tous vu cet été, en cette fin d'été, mais en tout cas sur le mois de septembre, une communication du ministère des Sports qui s'intitulait « C'est trop bon de faire du sport ». Et en fait, c'est la première fois d'ailleurs que le gouvernement, le ministère en charge des sports, communique de cette manière auprès du grand public, et on voit qu'aujourd'hui le sport, il n'est pas seulement évoqué, représenté comme une pratique compétitive. Je ne sais pas si vous vous souvenez du spot de cette communication, parce que finalement on est un petit peu trop, on va dire, avec des personnes qui aujourd'hui sont persuadées que le sport, c'est une représentation très codifiée, très structurée et liée à la compétition. Aujourd'hui, on voit bien que c'est pas ça, et dans cette communication, c'est tout ce que le ministère des Sports a voulu mettre en avant, que le sport, ce n'est pas que de la compétition, mais aujourd'hui, tout le monde peut en faire, que ce soit à des fins, on va dire, de santé, ou de loisirs ou autre. Le code du sport, également, dans un article, précisait que c'est un élément important pour l'éducation, pour la culture, l'intégration, et il a rajouté ainsi qu'à la santé. Donc c'est pas nouveau, en tout cas dans le volet réglementaire. C'est une thématique qui évolue dans les politiques publiques, comme le disait Frédéric, depuis quelques années, on va dire depuis les années 2000, puisqu'on a commencé en 2001 par le plan national nutrition santé. Ça s'est poursuivi, j'imagine que tout le monde se souvient aussi des communications pour nos enfants qui étaient manger-bouger, puisqu'on s'était rendu compte que l'inactivité physique et la sédentarité étaient pris en compte par nos acteurs du gouvernement, mais plein d'autres, et de la santé comme un enjeu de santé publique. On a eu différents rapports aussi qui ont été édités sur ces questions. Et donc le national, depuis quelques années, dans les politiques publiques en tout cas, est considéré l'APS comme un enjeu de santé publique, donc tant au niveau national, où il y a eu des stratégies qui ont été mises en place, les stratégies nationales sur le sport santé. Donc il y en a une ça a débuté en 2012, et ces stratégies nationales, elles ont été déclinées dans les territoires par des plans régionaux, pour le coup sport, santé, bien-être, qui définissaient des feuilles de route qui permettaient la mise en réseau de différents acteurs, que ce soit du domaine de la santé, du sport, des institutionnels, qui étaient là pour le coup pour pouvoir mettre en place des actions au service des Français et pour développer et promouvoir la santé dans le territoire concerné. Alors, justement, Frédéric l'a rappelé, il y a des convergences effectivement entre le sport santé et le sport handicap. Je pense qu'on en est tous convaincus ici. Le sport santé s'adresse à l'ensemble des personnes, quel que soit leur âge, leurs conditions, leur fragilité. Les personnes en situation de handicap font effectivement partie du sport santé. C'est un public comme un autre, et comme l'a très justement dit Frédéric, les personnes en situation de handicap ne sont pas malades, en tout cas pas toutes, en tout cas elles ne se considèrent pas, et elles ont raison. Simplement, c'est considéré comme un public qui peut accéder bien évidemment au sport santé, puisqu'il y a différents types de prévention. Alors je ne vais pas les rappeler, je pense qu'aujourd'hui ici, en termes de prévention primaire, secondaire, tertiaire, on est tous bien au fait de ces questions-là. Mais ce qui rejoint, c'est que quel que soit finalement le public auquel on s'adresse en matière de sport santé, ce qui prévaut, c'est qu'on a une activité physique adaptée. Donc quel que soit le public, que ce soit une personne en situation de handicap ou une autre, ou une personne qui est malade ou en affection de longue durée, on adapte l'activité physique à cette personne, et c'est en ce sens, pour le coup, que on a des convergences. Le sport santé, le parasport ou le sport handicap, on est sur cette notion de complémentarité. Le sport santé peut tout à fait s'adresser à des personnes en situation de handicap et bénéficier du coup d'activités physiques adaptées. Merci Delphine. On va donner la parole aux fédérations qui encadrent
le sport et le handicap. Donc, est-ce qu'il vous semble possible, au sein même d'une fédération qui s'occupe des personnes en situation de handicap, de proposer des actions spécifiques sport-santé ? Deuxième point, comment ces programmes sont définis, comment vous travaillez avec vos structures déconcentrées de la fédération. Et dernier point, comment défendre un petit peu ce dispositif sport-santé auprès des financeurs potentiels. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Adrien Loucher, je suis CTF au niveau de la Ligue de sport adapté des Hauts-de-France. Et on va partager la parole avec Isabelle Cabi, qui est la vice-présidente de la Ligue de sport adapté des Hauts-de-France. Donc, au niveau de notre public, nous, au niveau du sport adapté, on s'occupe principalement des personnes en situation de handicap mental et ou psychique. Au niveau de nos sportifs, on va proposer des manifestations ou alors des activités physiques adaptées pour ce public de différentes manières, donc soit sous forme de compétition, soit sous forme de loisirs. Depuis quelques années maintenant, on s'est intéressé également au champ du sport santé. Au niveau de nos types de pratiquants, il est vrai qu'on accueille tout type de pratiquants, donc des jeunes ou des adultes, mais il est vrai qu'au niveau de nos pratiquants, on est plus sur des pratiquants loisirs, donc non compétitifs et plutôt adultes. Donc suite à cette analyse, c'est vrai qu'on est parti d'un besoin également par rapport à ce public. Il y avait un réel besoin par rapport à ce public, le fait que c'était un public qui était assez éloigné de la pratique sportive, soit par le territoire, soit par le fait du territoire. Effectivement, sur certains territoires, ce public-là peut être éloigné de la pratique, soit par le fait de manque de personnel qualifié en établissement notamment, parce qu'on intervient principalement en établissement spécialisé, d'accord, avec ce public-là. Donc voilà, au niveau, à ce niveau-là, on est parti d'un besoin réel concernant ce public-là. Et donc du coup, au fur et à mesure du temps, il est vrai que l'émergence d'un programme orienté autour de la santé tout simplement a émergé, et on a vu un besoin réel pour cette population. Parce qu'effectivement, on proposait des activités de loisirs, des manifestations, notamment à la journée, de la compétition. Mais il est vrai que pour ce public qui était éloigné, sédentaire et plutôt vieillissant, il y avait un certain manque. Ce qu'on a pu proposer au niveau de la fédération, plutôt on parlera ensuite de comment on a décentralisé notre offre, mais c'était vraiment d'impacter ce public, d'intervenir auprès de ce public de différentes manières, soit avec une offre de guichet, soit avec une offre itinérante, ce qu'on fait plutôt bien maintenant au niveau du sport adapté. Je poursuis sur le sport santé, sport handicap, et dire qu'en fait, au final, aujourd'hui, je pense que le sport santé, c'est une démarche complètement intégrée au sport handicap. Alors, il a fallu la créer, cette offre. Cette offre, elle est partie d'une volonté nationale, du mouvement sportif, et puis aussi des politiques publiques, donc les politiques, les stratégies sport santé, sport handicap. On a structuré ça, et depuis longtemps, c'était un souhait, mais en fait, il a fallu créer de toutes pièces cette cellule au sein de la fédération, et puis descendre au niveau régional et au niveau de la Ligue, et émailler ça avec les départements. Donc, on a structuré, on a créé cette cellule et on l'a, amenée avec l'humain d'abord, et savoir de quoi on parlait. Parce que là, sport santé, je pense qu'il n'y a pas une personne qui met une même définition sur le sport santé. Alors, le sport santé, c'est une nouvelle offre qui s'est créée. Et cette offre, on l'a bien comprise, parce qu'au final, la loi d'égalité des chances de 2005, elle veut beaucoup de choses. Elle veut amener tous les individus à avoir aussi des loisirs. Mais quand on bascule dans le public en situation de handicap, on s'aperçoit que l'égalité des chances, en termes de pratique sportive, on n'y est pas, et on a encore beaucoup d'efforts.
Et quand on regarde les indicateurs de santé pour ce même public, et là je vous parle des analyses un peu scientifiques qu'on a pu mener, les diagnostics sont pas bons non plus. Alors on a une double problématique, on a cette santé qui est pas très bonne chez le public handicapé, on a ce sport qui est pas forcément tout le temps proposé, et il faut pouvoir œuvrer. Alors on a réfléchi, on s'est mis autour de la table, et puis on s'est entouré de personnes, on s'est entouré d'expériences aussi, et on a constitué tout doucement une offre en sport santé avec un acteur. Parce qu'il faut des financements de toute façon. Les modèles économiques sont très variés et on est rentré par la porte santé pour porter au niveau de la Ligue un programme Bouger avec le sport adapté. Et cet acteur, l'acteur, le financeur, on va dire comme ça, on l'a porté avec le partenaire donc, que vous connaissez bien qui est derrière, c'est l'Agence régionale de santé, qui a amené le mouvement sportif finalement à penser aussi cette offre-là, à la structurer et à l'identifier. Je vous passe les détails sur les plateformes, les applicatifs. Adrien les connaît très bien et mon Dieu, le temps qu'on passe à demander des financements. Bref, en tout cas, on a dû réfléchir sur les outils. Donc c'est une offre qui est structurée aujourd'hui parce qu'il y a un maillage entre la Ligue et ses départements. Et c'est l'humain aussi qui fait le lien, parce que quand on a un salarié qui a un temps partagé entre une ligue et un département, et ben au final, le lien, il se fait de fait. Mais c'est aussi après tout le reste, c'est-à-dire qu'après l'humain, il y a aussi pas seulement la structuration, la composition de l'équipe, c'est aussi le programme. Donc on s'est mis aussi avec une démarche un peu scientifique, on s'est entouré, c'est-à-dire comment amener un programme, concevoir un programme en sport santé pour du sport handicap mental et psychique. On s'est dit, s'ils font déjà le premier pas vers le sport, on aura gagné vers le premier pas vers la pratique sportive. Et donc, on rentre dans les établissements médico-sociaux. Et là, on rentre avec les équipes. Et donc, les équipes, c'est quoi? C'est dire, en fait, chez nous, on ne fait rien. Donc, il faut amener l'activité physique adaptée. D'accord. Et donc là, problématique des locaux, problématique des équipes aussi, la discussion entre pluridisciplinaires, les éducateurs sportifs, les enseignants APA. Si on n'a pas, on l'amène. Donc, je voudrais simplement dire qu'il y a une belle cellule de construite. C'est une démarche qui est, j'ai voulu résumer parce qu'on n'a pas le temps de tout dire, mais il y a tellement de choses à dire. Une démarche qui est pour moi innovante, qui est surtout située, et à chaque fois, c'est de créer des environnements favorables pour pouvoir amener ce sport santé. En tout cas, on nous a ouvert les portes. Il y a des établissements qui ne nous ont pas permis de rentrer parce qu'ils n'avaient pas d'équipement, ou pas d'enseignants, ou pas de temps. C'est une démarche qui aussi est évaluée, évolutive, mais qui rend des comptes aussi aux financeurs. Et ça, l'évaluation, ça nous a permis de montrer que, certes, si on a 12 séances, en 12 séances, on peut déjà bouger des lignes. Et bouger des lignes, c'est transformer des comportements. Des gens qui étaient sédentaires, ils deviennent progressivement un peu actifs, puis plus actifs. Et donc la santé, les indicateurs de santé bougent tout doucement. Et les comportements vis-à-vis de la pratique sportive bougent aussi. Je suis présidente du comité régional handisport Hauts-de-France et je suis aussi vice-présidente du CDOS de l'Oise, chargée du sport santé. Donc je me permets de répondre tout à l'heure par rapport à la définition. Alors déjà, le handisport, ça concerne les personnes en situation de handicap moteur et sensoriel. Donc on n'est pas sur le même public que sport adapté. Ensuite, donc c'est pour ça qu'on s'entend très bien, puisque finalement, et puis on travaille, moi je travaille beaucoup, j'ai été présidente longtemps de mon département et j'ai travaillé beaucoup avec sport adapté dans mon département. L'image souvent du handisport, ça a été la compétition. Alors effectivement, un moisson de médailles, ce qui a fait que ça donnait tellement envie aux fédérations analogues homologues qu'on a perdu un certain nombre de sports qui sont repartis dans leur fédération disciplinaire, puisqu'il y avait moisson de médailles. Et donc, je pense qu'effectivement, nous, au niveau du handisport, on a cet aspect compétitif qu'on a toujours eu, qu'on maintient quand même sur les sports qui nous sont encore confiés. Et puisqu'on a eu quand même à peu près 47% des médailles au niveau des Paralympiques, rien que par la Fédération handisport. Par contre, on a toujours été sur cet aspect loisir. Alors, loisir, ça veut dire quoi? Effectivement, pratiquer pour le plaisir. Et c'est là qu'on revient quand même sur cette notion, cette relation entre je pratique pour le plaisir et la notion sport-santé. C'est-à-dire que je ne pratique pas pour faire de la compétition, mais je pratique parce que je vais me sentir bien. Et quand on est en situation de handicap, se sentir bien, c'est physique.
Et c'est psychologique aussi. Souvent, suite à un accident, suite à une maladie, effectivement, on est isolé, on rencontre plus personne. Et cette pratique du handisport faisait, entre guillemets, un peu du sport santé. Je ne vais pas dire sport santé carrément, mais elle avait des bienfaits. C'est-à-dire que, psychologique, et d'insertion, et d'inclusion, et également des bienfaits physiques. La problématique du handicap aussi moteur, c'est que les problèmes d'obésité, les problèmes, je dirais, articulaires, etc., sont des freins à la pratique, mais aussi à des freins à la vie quotidienne. C'est-à-dire que quand vous pesez trop lourd, quand vous avez des problèmes d'articulation, de sédentarité, vous n'êtes plus autonome dans la vie quotidienne. Donc, sans le savoir, on faisait un petit peu de sport santé. C'est là où je rejoins. Par contre, effectivement, là, on s'est mis, mais c'est peut-être plus récent chez nous au niveau du handisport, dans cette philosophie de pratiquer le sport santé. Donc au niveau de la fédération handisport, ils ont aussi fait des études, ils ont rencontré des experts et ils ont pu alors décliner des programmes sport santé. Alors en sachant quand même que nous avons, et c'est vrai que c'est une des grandes richesses, je pense qu'aussi bien en sport adapté qu'en handisport, c'est que nous, on a appris toujours, depuis tout le temps, on a l'expertise de différencier nos pratiques aux personnes. Ce qui est énorme et ce qui va être quelque chose de prépondérant sur le sport santé, puisque c'est justement cela qu'on va demander en sport santé. Moi, je retiendrai une chose, si on avait le temps d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que le sport loisir est vraiment du sport santé ? Puisque on pourrait parler d'activité physique et sportive ou d'activité physique adaptée à des fins de santé, peut-être pas sport santé. Parce que, sans rentrer dans les détails, vous savez très bien que ce fameux décret qui permet la prescription d'activité physique adaptée chez les personnes en ALD n'est pas remboursé, parce que quelquefois, du côté de la sécurité sociale, on dit « le sport, lundi matin, c'est 6 millions d'euros, ça nous coûte ». Donc, sport loisir, est-ce du sport santé ou qu'est-ce qu'il faudrait pour que le sport loisir devienne du sport santé ? Voilà, j'arrêterai là. On va passer maintenant la parole à Monsieur Blot. La pratique des échecs, c'est pas la première discipline qui nous vient à l'esprit quand on parle de sport handicap et de sport santé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre fédération au regard de ces deux thématiques ? Bonjour à toutes et à tous, oui, je vais essayer en 2 mots. D'abord, je suis Philippe Blot, donc vice-président de la Ligue des Hauts-de-France des échecs. Accessoirement aussi arbitre international. D'ailleurs, j'ai arbitré ici le championnat de France d'échecs en 2015 et de temps en temps, il me reste un peu de temps pour jouer aux échecs moi-même. Voilà, et tout ça bénévolement, bien entendu. J'ai un métier parallèle. En 2 mots, quand même, si les échecs ne sont pas ou ne paraissent pas comme la première discipline sportive évidente en matière de sport santé. Quelques éléments de cadre quand même. Les échecs sont un sport par un décret ministériel de l'an 2000, voilà, par la ministre des Sports de l'époque, Madame Marie-Georges Buffet. Et dans d'autres pays d'Europe et du monde, les échecs sont un sport depuis bien plus longtemps qu'en France. Voilà, on est donc un sport à part entière. Pas forcément sur une activité physique, mais de fait un sport à la fois loisir et à la fois compétitif qui peut se pratiquer de 4 ans à 100 ans. Voilà. Pour être licencié dans un club d'échecs, il faut fournir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des échecs en compétition, comme n'importe quelle autre discipline sportive. Voilà, et les fédérations et la fédération française est rattachée à la Fédération internationale des échecs qui coordonne les compétitions échiquiennes à travers le monde. Les échecs se pratiquent donc de 4 à 100 ans. La fédération vient de perdre il y a 15 jours le doyen de ses licenciés à l'âge de 103 ans. Et ça a l'avantage, du coup, c'est une discipline qui est complètement intergénérationnelle, qui est mixte et qui se pratique par tout un chacun. Qui est donc un facteur de lien social, de cohésion sociale, qui est de fait est un élément important dans le bien-être personnel et dans la santé de manière générale. Jouer aux échecs, c'est maîtriser la pensée, c'est la capacité de concentration, de discernement, de décision. Ça permet de travailler la mémoire, l'anticipation, le respect des règles, le respect d'autrui, la confiance en soi, enfin, etc. Je pourrais encore en rajouter dans la liste. Toutes ces
valeurs, toutes ces vertus du jeu d'échecs sont aussi des composantes du développement intellectuel et social, et sont des compétences cognitives stimulées par la pratique des échecs. Voilà, c'est donc a priori accessible à toute personne, même les personnes en situation de handicap parfois. Les échecs sont l'une des rares disciplines d'ailleurs sportives où les personnes valides entre guillemets et les personnes en situation de handicap peuvent jouer les mêmes compétitions, les mêmes tournois. Même si, bien entendu, la Fédération française des échecs et la Fédération internationale proposent des compétitions spécifiques pour ces publics particuliers. Le championnat de France, par exemple, des personnes déficients visuels qui a lieu chaque année. Le championnat du monde jeune des déficients visuels également. Et puis tous les 4 ans, la FIDE organise les Paralympiades échiquéennes, voilà, qui se divisent en 3 sections, hein, donc les handicaps moteurs, handicaps visuels et sourds et malentendants. Mais en termes de sport adapté, enfin, ou alors j'ai pas bien compris de quoi il s'agit, mais en tout cas aux échecs on peut jouer avec tout type de profil de personnes. Il m'est arrivé, moi, de jouer contre une personne non-voyante. J'ai arbitré une fois un tournoi et une compétition dans laquelle participait un joueur tétraplégique. Voilà, et donc, il avait un assistant pour déplacer les pièces à sa place, pour actionner la pendule. Enfin, voilà. Mais tout ça, c'est accessible à toute personne. Je crois qu'on est l'une des rares disciplines qui ne nécessite pas d'équipement particulier, hormis un jeu adapté pour les personnes non-voyantes, voilà, qui manipulent avec leurs mains, puisque ce sont leurs mains qui remplacent leurs yeux. Voilà. Merci Monsieur Blot, et pour avoir côtoyé moi, des joueurs d'échecs de niveau international, je peux vous assurer que leur condition physique est, je ne veux pas dire exceptionnelle, mais très bonne, et on sait maintenant que toute augmentation de la condition physique chez les personnes lambda sont vecteurs d'une amélioration de l'état de santé. Et ça, c'est très important, et c'était démontré notamment pour ceux que ça intéresse, par Miers en 2012, 2015, etc. Nous allons maintenant donner la parole à Didier Hélard pour lui demander comment le réseau français des villes santé de l'OMS accompagne les collectivités territoriales dans les 2 thématiques qui nous concernent ce matin. Bonjour à toutes et à tous, merci Jacques. Alors c'est vrai qu'au niveau des collectivités, hein, le sport, la santé et le handicap, ce ne sont pas des compétences régaliennes, hein, c'est les politiques volontaristes des collectivités locales en particulier qui mettent en place ces stratégies. Hein, donc, alors moi je rappelle quand même que en fait la sédentarité, hein, c'est la 3e cause de mortalité dans le monde et c'est la première cause de mortalité évitable en France. Et on l'a vu avec la crise sanitaire et les confinements successifs, que le fait de ne pas pratiquer de sport qui était induit par le télétravail, les visioconférences, ou le fait d'avoir pas effectivement de dérogation pour pratiquer de sport à l'extérieur, elle a généré beaucoup de problèmes. Et le sport, il s'est révélé comme vraiment un booster, un révélateur, et puis on sait qu'il permet de diminuer effectivement les risques, en particulier les risques cardiovasculaires. Et on rappelait tout à l'heure, c'est vrai que chez la femme de moins de 50 ans, l'infarctus du myocarde, c'est la première cause de mortalité avant le cancer du sein, c'est important. Et le fait de pratiquer selon les critères de l'OMS, c'est-à-dire 30 minutes d'activité physique et sportive par jour chez l'adulte et 1 heure chez l'adolescent, chez l'enfant, permet de réduire de manière drastique de 30% les risques de maladies cardiovasculaires, de 25% les risques de cancer du sein et de cancer du côlon. Ça permet également de réduire de 50% les risques de diabète et également, ça prolonge l'espérance de vie de 7 ans et ça retarde la survenue de la dépendance. Alors c'est pour ça qu'il y a un décret qui est paru et applicable le 1er mars 2017 qui permet donc aux médecins de prescrire des activités physiques et sportives encadrées, progressives et qui soient adaptées aux patients. À la fois pour les patients en affection de longue durée, il y a une liste de 29 maladies d'affection de longue durée, puisque l'hypertension n'en fait plus partie, et puis pour les maladies chroniques. Je rappelle, en France, 10 millions de patients en affection de longue durée et 20 millions de patients qui sont en maladie chronique. Et le fait de prescrire donc, du sport, une activité physique et sportive adaptée,
peut se faire à la fois dans le cadre de la prévention primaire, hein, donc c'est effectivement, parce on galvaude un peu beaucoup, hein, le sport santé. Donc il y a la prévention, on évite la survenue de la maladie. Puis après, il y a le sport sur ordonnance pour la prévention secondaire et la prévention tertiaire qui, pour les patients en ALD, évite les complications d'une maladie ou, à l'inverse, les récidives de maladies. Je rappelle quand même que le coût de la sédentarité en France, c'est 17 milliards d'euros. 17 milliards d'euros. Ça veut dire que le fait de pratiquer une activité physique et sportive régulière permettrait de faire une économie substantielle de 600 millions d'euros par an. Hein, donc c'est le message que je fais passer régulièrement à la Caisse nationale d'assurance maladie. Jacques, tu le sais, hein, nous sommes effectivement sur la même démarche. Et le problème du sport santé, c'est que le modèle médical, il est difficile à mettre en place. Il est difficile parce qu'il faut l'information, la formation des médecins, le fait que, en plus, les médecins ne sont pas rétribués parce qu'il faudrait qu'ils puissent intégrer et c'est le message que je fais passer, un forfait dans le cadre des ROP, ce qu'on appelle les rémunérations sur objectifs de santé publique, permettrait justement aux personnes, aux médecins de pouvoir le prescrire. Et puis le risque également juridique, hein, parce qu'on délègue effectivement, le médecin va déléguer à soit un kinésithérapeute, hein, dans les cas des limitations importantes, soit à un éducateur physique et sportif adapté, diplômé. Donc le modèle médical, il est encore difficile. Et puis la formation, je veux dire, moi je vois à la faculté où je fais encore des cours, c'est 10 heures par session. C'est pas beaucoup. Alors que en Europe du Nord, Europe du Sud, c'est l'enquête que j'avais fait au niveau de l'ANDES, l'Association nationale des élus au sport, que j'avais remis à la ministre Mara Simonianou, c'est qu'on est plus, nous, dans une démarche donc de curatif en France, alors que les pays d'Europe du Nord et d'Europe du Sud sont dans une démarche plus de préventif. On n'en est pas encore là. Alors ça, c'est le modèle médical. Le modèle sportif, il existe parce qu'on a réussi à travailler avec tous les acteurs du mouvement sportif. Hein. Et puis, le modèle qui est le plus difficile, qui sera à mettre en place, c'est le modèle économique. Alors certes, les mutuelles s'emparent un petit peu du sujet depuis 2017, depuis 4 ans maintenant, sauf qu'il va falloir encore travailler beaucoup avec la Caisse nationale d'assurance maladie, parce que c'est à géométrie variable la prise en charge, hein, donc, du sport sur ordonnance. Et moi, je vois avec les parlementaires, on a beaucoup travaillé dans la loi de la démocratisation du sport, hein, pour pouvoir essayer de prendre en charge une partie des parcours des soins. Alors là, c'est pris en charge sur le cancer du sein. Bon, c'est pas encore appliqué, ça fait quand même 2 ans qu'on attend. Et sur le diabète de type 2, c'est en train de faire la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Petit à petit, on y arrive, et ça va être le cas également, le cadre des débats qu'on aura avec les assises européennes, hein, donc du sport santé sur ordonnance à Strasbourg. Alors je voulais dire 2 choses quand même pour terminer, c'est que la passerelle existe quand même entre le sport santé et le sport sur handicap. La meilleure preuve en est, c'est qu'on a dans le panel des affections de longue durée des maladies neurodégénératives qui vont entraîner un handicap. Donc le sport, c'est pour moi un enjeu à la fois de société, un enjeu d'inclusion, un enjeu d'éducation et un véritable enjeu de santé publique. C'est important. Et la dernière observation que je voulais faire, pour respecter le temps de parole, c'est de dire que quand on avait mis en place donc le premier comité de pilotage terre de jeu à Paris, hein, au siège du COJO, dans la liste effectivement des priorités, le sport, santé, la santé et le handicap ne faisaient pas partie de ce premier liste. Donc c'est vraiment petit à petit, on arrive à pouvoir montrer que la santé est indispensable, et c'est pour ça que les collectivités mettent en place, et on a encore actuellement moins de 100 collectivités en France, hein, qui font partie du réseau des villes santé OMS, donc il y a encore beaucoup de travail à faire, et nous on est prêts avec les différentes structures à accompagner ces collectivités locales pour les mettre en place. Une question qu'on n'a pas abordée du tout, et ni dans nos rencontres précédentes, j'ai été confronté très récemment, notamment en milieu scolaire et dans une maison sport santé, au phénomène transgenre, hein, et qui touche notamment beaucoup d'adolescents et beaucoup d'adolescentes. Alors, quelle place pour ces personnes du sport santé, du sport handicap, hein, donc, c'est pas l'idée là, ce n'est pas piéger n'importe qui, mais est-ce que vous accueillez dans vos structures
ce type de personnes? Est-ce que vous envisagez de réfléchir? Est-ce qu'on le place dans le handicap? Je connais une maison sport santé qui est en train de mettre sur pied des dispositifs pour ces jeunes, parce qu'ils sont vraiment en souffrance énorme. Voilà, qui veut répondre? Moi, je vais juste prendre la parole. Effectivement, pour moi, c'est pas spécialement un handicap. Effectivement, après, c'est une problématique actuelle qui est mise à jour. C'est assez récent quand même qu'on en parle autant, hein, puisque je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça pendant un certain nombre d'années et pour lesquelles ça a été compliqué. On en parle plus. Maintenant, moi, je ne considère pas cela vraiment comme un handicap ou comme santé. Enfin, je pense que c'est simplement... Alors, nous, je dirais, Fédération Handisport, comme on est dans la pratique de l'accueil, quelles que soient les personnes, je veux dire, pour moi, c'est... Enfin, personnellement, hein, je ne vais pas vous dire que c'est... Je ne sors pas quelque chose qui vient de la fédération. Personnellement, pour moi, accueillir une personne transgenre, c'est comme accueillir une personne lambda. Voilà, c'est ma fonction de base, quoi. C'est accueillir. Voilà, et l'accompagner et le mieux possible. Merci, Monsieur Blot. C'est ce oui, sujet. Quelques mots sur cette question. Je connais personnellement 2 joueurs d'échecs. Alors je dis joueurs, mais du coup c'est pas genré du tout dans mon propos, qui sont transgenres. Évidemment, il est primordial et essentiel au sein des fédérations sportives, quelles qu'elles soient, d'accueillir ces publics comme n'importe quel autre public. Ne créons pas un handicap là où il n'y en a pas, sinon dans 5 ans, on va se dire comment on fait pour intégrer les personnes transgenres dans nos disciplines. Mais en même temps, c'est pas si évident que ça et c'est pas si simple, parce que par exemple dans les compétitions sportives, il y a des compétitions masculines, des compétitions féminines, des compétitions mixtes. Dans quelle catégorie se rangent ces personnes ou dans quelle catégorie on les classe? Voilà, tant qu'il n'y a pas des documents d'identité ou des documents d'identité clairement qui signifient la modification du genre, du coup ces personnes se trouvent dans des non-lieux, quoi. Voilà. Et donc on a s'emparé de ces questions-là au niveau des fédérations sportives de manière générale. Moi, je vais prendre l'expérience, c'est-à-dire que quand il y a une communauté qui existe et qui n'est nulle part annoncée, elle est en souffrance. Donc en fait, on relance le débat sur des pratiques communautaires. Le sport, le handicap, après les Jeux olympiques, on a les Jeux paralympiques. Bon, c'est séparation du temps et du lieu. Mais est-ce qu'on a raison de le faire comme ça? Bon, on reconnaît la population, on reconnaît la communauté. Et les pratiques communautaires, certains le revendiqueront tout le temps. Il faut donner la possibilité. Donc l'accueil, tout mouvement sportif le fait. Maintenant, comment on l'affiche, comment on le fait, et est-ce qu'on rend visible cette communauté? Je pense que c'est important pour nous tous d'y réfléchir, mais très vite. Merci. Dernier point à aborder, aussi bien pour nos collègues des structures nationales. Quel lien vous entretenez avec les maisons sport santé? Juste peut-être pour introduire les maisons sport santé, puisque c'est une mesure phare de la stratégie nationale sport santé, hein, qui est portée aujourd'hui par le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé, hein, qui est une stratégie qui a été mise en place pour la 2019-2024, dont finalement la conviction c'est de dire que la pratique des activités physiques pour la santé relève de l'intérêt général et de la volonté de définir une culture du sport santé, et c'est de promouvoir l'activité physique comme un déterminant de santé, et qui fait qui répond à 2 problématiques qui a été évoquées là et qu'on évoque depuis aussi tout à l'heure, que ce soit l'inactivité physique et la sédentarité, qui sont bien 2 notions différentes. Et cette stratégie, pour le coup, elle s'adresse à l'ensemble des Français, quel que soit encore une fois leur âge, leurs conditions physiques, leur fragilité, et ça tout au long de la vie. Cette stratégie, elle s'appuie sur 4 axes. La promotion de la santé, le développement et le recours à l'APA à visée thérapeutique, la protection de la santé des sportifs et le renforcement de la sécurité des pratiquants et des pratiques, et le renforcement de la diffusion des connaissances, plutôt le volet recherche, l'accès aux données. Et dans cette stratégie, on a donc la mesure phare, ce que je vous disais tout à l'heure, des maisons sport santé, qui pour le coup... J'ai été pour le coup dans l'introduction. Ici, on a 23 effectivement maisons sport santé sur 285 maisons sport santé. J'ai entendu 288, il y en a 285. Et ces maisons sport santé, c'est donner l'opportunité à tout public d'accéder à la pratique sportive à des fins de santé et de réduire les comportements sédentaires. Il y a différentes structures aujourd'hui qui concourent à l'identification d'une offre de pratique sur les territoires pour le renforcement du maillage dans les territoires, les régions
et de proximité, et ça participe finalement à la coordination, à la mise en réseau de différents acteurs de santé, des acteurs du sport, de l'APA, pour du coup des programmes de sport santé personnalisés et de proximité. Je vais juste basculer dans la région. On sort d'un magnifique séminaire du travail pour le projet Sport et Territoire du CROSS. Donc c'était la semaine dernière, format magnifique, merci le CROSS, parce qu'on a vraiment profité de ce temps de travail. Mais par contre, c'était de dire comment aujourd'hui on va faire cette politique sport-santé. Il y a les maisons sport-santé, il y a ce projet qui émerge, et puis d'autres dynamiques derrière. Simplement dire, l'articulation derrière, c'est l'articulation du projet régional, olympique et sportif avec les maisons sport-santé. Donc déjà, c'est ce lien-là qui se construit, qui va être pensé demain. Mais moi, je voudrais dire après, c'est l'étape qui suit. Comment on a fait depuis que cette stratégie, elle existe, les premières maisons existent. Et là, je prendrai 2 exemples. Un exemple sur Arras, où là, on commence à travailler avec le sport adapté, parce qu'il y a des orientations sur des publics spécifiques, je parle pour le sport adapté. Donc, la ville d'Arras accueille, les créneaux sont faits sur des problématiques de santé, maintenant on oriente. Et donc, on va devenir opérateur pour des publics cibles en handicap mental, psychique, déficience intellectuelle, la Ligue, les départements de sport adapté. Donc ces acteurs-là vont se positionner comme pour d'autres d'ailleurs. Donc une orientation forte. Et c'est la rencontre, là j'ai retrouvé une autre personne qui coordonne des maisons sport santé. Donc je pense qu'il y a une identification des acteurs pour ces passerelles. Les opérateurs sont identifiés. Et maintenant les porteurs des maisons sport santé vont construire la toile. Je dirais identification et reconnaissance des acteurs de terrain. Nous, c'est peut-être plus récent au niveau de la Fédération handisport sur les formations sur le sport santé. Alors, effectivement, tout à l'heure, j'ai fait exprès de dire le sport handisport, finalement, on fait un peu de santé parce que effectivement, les limites, elles sont un petit peu confuses. Simplement, effectivement, on a intégré ce programme-là en faisant 3 types de formations et en proposant le handiform pour les personnes en situation de handicap qui n'ont pas spécialement de pathologie, le handi santé pour les personnes soit en situation de handicap, soit valides qui ont une pathologie, et le handi-move vis-à-vis des établissements. Donc nous, on est aux prémices. On a profité là, pendant la pandémie, de commencer à former les gens. Donc là, pour l'instant, le maillage territorial, il se fait un petit peu à la fois. On a nos premiers formés qui sont dans le département du Nord. Donc nous, on est effectivement partant parce que ce n'est qu'un plus. C'est-à-dire qu'on a déjà l'expertise du handicap, ce qui est énorme. C'est-à-dire comment communiquer avec une personne déficiente auditive, comment appréhender un déficient visuel, comment effectivement accueillir une personne en fauteuil, comment l'aider à se déplacer, etc. Donc on a cette expertise-là, on a rajouté l'expertise santé. Donc on va avoir vraiment des acteurs très formés avec des programmes spécifiques là. Effectivement, santé, c'est bien ce que je veux dire, est différent de ce loisir qu'on proposait auparavant, avec des évaluations initiales, des évaluations finales et en cours, et également, alors avec des périodes de 12 semaines, et pour le handi-move, ça n'a pas de limite dans le temps. Donc notre objectif est le même, et nous, on va travailler effectivement avec les maisons sport santé, sauf que nous, on en est qu'au balbutiement, mais on va y arriver. Merci. Une dernière intervention, très rapide avant de poser des questions, s'il y a des questions dans la salle. Très rapide, la Fédération française compte 54 000 licenciés, 900 clubs. Il y a 54% des clubs seulement qui sont habilités à recevoir des personnes à mobilité réduite dans les locaux. Voilà, il faut savoir que les locaux des clubs d'échecs, c'est souvent des locaux qui sont mis à disposition par les collectivités locales. Et il y a des clubs en France qui n'ont pas de local affecté. Et il y a beaucoup d'élus dans certaines collectivités locales qui considèrent les échecs non pas comme un sport, mais comme une discipline de loisir. Voilà, ces choses-là, il faut qu'elles changent aussi petit à petit, mais c'est aussi à nous à creuser les tranchées, quoi. Et puis, un petit mot juste encore pour ce qui est l'intégration et l'accueil des personnes en situation de handicap. Il y a des modules de formation spécifiques sur ces publics-là pour les arbitres, pour les animateurs sportifs dans les clubs. Voilà, c'est comment on prend en compte les spécificités des situations de handicap pour l'intégration de ces personnes dans nos clubs et dans nos compétitions. Merci. Est-ce que parmi l'assistance, il y aurait une ou deux questions ? Bonjour, Marie-Agnès Dupuis, UNSS
Nord-Pas-de-Calais. Juste avant de revenir sur les deux remarques que j'aurais à faire, juste sur la question du transgenre, la question est peut-être au-delà, la question du comment le monde sportif s'empare de la santé mentale en général. Je referme la parenthèse. J'aurais deux remarques, une qui porte sur le sport santé et l'autre qui porte sur le sport handicap. Sur le sport santé, peut-être qu'on a un risque qui nous guette, c'est de confondre les besoins qu'on identifie tous et les attentes du public. Je m'explique, on identifie, alors je ne vais pas revenir sur les débats, mais des besoins en termes de sport santé, et de l'autre côté, il y a des sédentaires très heureux et des gens qui n'aiment pas pratiquer le sport. Et donc, nos propositions vont devoir peut-être, dans un premier temps, rapprocher les deux. Et à l'inverse, il y a sans doute des attentes, par exemple, un enfant de 10, 11 ans, 12 ans, qui aurait envie de pratiquer une activité physique ou sportive de loisir, trouve assez peu d'offres parce que ça ne répond pas à des besoins de nombre d'associations en face qui sont contraintes alors, par beaucoup de choses. Donc peut-être un risque sur la confusion entre les deux, et mettons et entendons les attentes du public et des différents publics. Deuxième remarque, je vais assez vite, j'ai bien compris, sur le sport et le handicap. Alors il y a un mot que j'ai beaucoup aimé prononcé par Isabelle Cabi, c'est trois mots, c'est établissements médico-sociaux. Et effectivement, je voudrais revenir sur la construction de notre modèle santé en France, qui est finalement un modèle de protection sociale qui allie la santé et le social et qui les lie étroitement. Et finalement, j'ai entendu au début que le monde médical était présent, et j'espère que sont également présents aujourd'hui des gens du monde social et du monde médico-social, parce que au-delà du travail en équipe qui est nécessaire, je pense qu'il y a aussi un travail de décloisonnement important pour faire rentrer un peu de porosité autour de ces questions sport santé et sport handicap. Voilà, merci. C'est certainement ces structures maison sport santé qui peuvent faire le lien entre toute cette dynamique sportive, médicale, paramédicale et médico-sociale. Donc moi c'est Manon Bernet, je suis enseignante APA en établissement médico-social et coach triathlon en sport santé à Berck. J'avais une petite remarque par rapport au point de convergence justement entre le sport santé et le sport handicap. Est-ce que vous ne pensez pas justement que l'enseignant APA est aussi un gros point de convergence, justement parce qu'il a la formation sur les deux pôles, on va dire ça comme ça, et qu'il a besoin d'être plus identifié. Je pensais à l'intervention de M. Hélard, qui disait que justement les médecins transmettaient aux kinésithérapeutes dans un premier temps, alors que pour moi finalement l'enseignant APA est vraiment une source de convergence entre les deux. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus l'identifier et réussir à rétablir toutes les formations qui peuvent être annexes vers ce point de convergence-là? Je vais laisser la parole à Didier, mais je ne crois pas... Il me semble que c'est ce que j'ai entendu. Je ne pense pas qu'il ait voulu dire ça. Non, ce que j'ai dit simplement que les kinésithérapeutes étaient habilités à s'occuper des limitations fonctionnelles importante. Et après, on travaille avec le dispositif sport santé, avec les éducateurs APA. Et pour répondre sur la transversalité entre les deux questions, dans la nouvelle loi sur la démocratisation du sport, donc on pourra donc ouvrir au niveau des établissements médico-sociaux, ouvrir à des éducateurs APA qui a un référent par établissement médico-social. C'est dans le projet de loi qui va être mis en place. Tout à fait. Puis après, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. C'est ce qu'on appelle les parcours sport-santé. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des compétences qui sont totalement différentes. Et je pense que l'enseignant APA, l'éducateur sportif sport-santé interviennent à un moment précis du parcours et ils n'ont pas les mêmes compétences et les mêmes fonctions. Je peux compléter. En fait, je pense qu'il faut parler des professionnels des métiers du sport. Et chaque professionnel, avec des formations qui sont variées, diversifiées aujourd'hui, reconnues, instituées, trouve sa place dans le dispositif sport handicap et sport santé. Et j'entends enseignant APA, alors moi je viens du monde universitaire, c'est un débat qui est un peu particulier, parfois un peu compliqué, parce qu'on a tendance à opposer les professionnels alors qu'on est en complète complémentarité. Et si je reprends l'exemple du sport adapté, Adrien sort du STAPS, on a des éducateurs sportifs aussi qui sortent avec des diplômes jeunesse et sport, donc je pense qu'il ne faut pas parler formation,
Il faut parler objectif et finalité. Et je pense que chacun y trouvera sa place. Par contre, on repose sur des textes de loi des prérogatives professionnelles qui sont reconnues. Donc là, les instructions de 2017, elles sont claires. Maintenant, il y a des professionnels avec des niveaux et des gradations de diplômes. Et je pense que ça, quand on s'y tient, c'est très bien. Parce qu'on parlait de confiance, la confiance du monde médical, la confiance des pratiquants, la confiance du milieu sportif. C'est comme ça qu'on la garde. Et c'est comme ça qu'on la gardera. Tout à fait d'accord. Moi, je ne parlerai pas de l'instruction, je parlerai du décret. Du décret de 2016. Parce qu'une instruction... Oui, mais le décret de 2016 ne prévoit que 2 cas. Les personnes à limitation fonctionnelle sévère et les autres. C'est le décret en fait qui a été publié le 30 décembre 2016 et qui est applicable depuis le 1er mars 2017. Alors moi je voudrais conclure aussi l'intervention en disant que est important que, pour rebondir à ce que vous disiez, que à la fois les professionnels de santé et les acteurs du milieu associatif et sportif parlent le même langage. C'est important. Et au niveau des territoires également, qui est vraiment une symbiose entre les collectivités locales, entre les acteurs du monde économique, les acteurs du milieu sportif, et puis les professionnels de santé. C'est comme ça qu'on arrivera à créer un véritable réseau qui permettra d'avoir un équilibre aussi territorial entre les zones urbaines, périurbaines et rurales qui sont souvent défavorisées. Et au niveau scolaire également, je pense que souvent au niveau scolaire, ce qui se passe, c'est que ce sont les collectivités territoriales, avec les éducateurs, les étapes qui abondent également dans les établissements scolaires. Et je pense que chacun doit avoir son rôle. Et c'est pour ça que et je reviens aussi à la loi de démocratisation du sport qui va être mise en place. On a demandé à ce que donc vis-à-vis de l'ANDES, avec les parlementaires, quand on a fait les tables rondes, que les établissements scolaires puissent s'ouvrir également au public, puisque c'est vrai que le samedi et le dimanche, il y a des établissements sportifs au sein des établissements scolaires, des infrastructures sportives qui pourraient être utilisées quand même par le grand public et le monde associatif. Merci Didier. Le dernier mot rapide. Oui, juste que pour répondre effectivement sur cette question d'APA, le lieu aujourd'hui qui est central, et on en parlait, les maisons sport santé, font une large place d'ailleurs aux éducateurs APA, mais pas seulement. Et effectivement, il y a cette complémentarité entre le monde de la santé et le monde du sport. Et c'est tout l'enjeu finalement des maisons sport santé aujourd'hui dans les territoires. Ils servent justement à rapprocher ces deux mondes-là et de pas, on va dire, privilégier, on va dire, des acteurs ou des encadrants plutôt qu'un autre, puisque, comme on l'a rappelé là, en fonction des limitations fonctionnelles des personnes qu'on accueille, il y a des encadrants spécifiques qui répondent à ces questions-là, dont les APA, dont les professionnels de santé, les kinés, etc. Donc c'est bien, comme le disaient mes collègues, une complémentarité et qui se fait aujourd'hui très bien, parce qu'on a plusieurs exemples de maisons sport santé qui justement mettent en lien l'ensemble de ces acteurs, dont les APA, mais pas seulement. Merci Delphine. Donc nous arrivons au terme de cette table ronde. Encore merci à nos intervenants.